Mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester sur leur thème et bienvenue à Actu Hebdo, notre rendez-vous dominical de la mi-journée. Aujourd'hui sur le plateau, deux invités, une habituée quand même, hein, Madame Tangara Nema Guido. Elle est la présidente de la commission d'organisation des États généraux de la migration et du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur, parce que on ne dit plus les Maliens de l'extérieur. Et pourquoi ce changement de nom, pour commencer? Merci beaucoup pour l'invitation. Le changement de nom, les Maliens établis à l'extérieur sont différents des Maliens de l'extérieur. Ah, d'accord, on va les développer au cours de On va le l'entretien. développer, oui. Très bien. Bienvenue à vous quand même, hein. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seulement la présidente de cette grande rencontre, vous êtes Madame la secrétaire générale du département. Également sur ce plateau, Monsieur Ibrahim Boubacar Kaloussi, vous êtes le directeur national adjoint de la jeunesse, jeunesse consciente. Je pense bien qu'il s'agit de cela. Jeunesse, Jeunesse. aussi au service du développement. D'accord. Quel est le contenu que vous donnez à cette phrase que vous venez de prononcer? Jeunesse au service du développement, L'engagement citoyen, l'engagement citoyen. responsabilité, conscience pour la refondation du Mali. Très bien. Qu'on soit à l'intérieur du Mali, qu'on soit à l'extérieur, il faut nos actions soient motivées et par ce vecteur. C'est bien cela. Bien. Merci à vous. Bienvenue. Mesdames et messieurs, bonjour une fois encore. Bienvenue. Alors, l'ouverture jeudi dernier au Centre international de Bamako des États généraux de la migration et du cadre des concertations avec les Maliens établis à l'extérieur. C'est un forum de la diaspora malienne, évidemment, destiné à examiner, à échanger sur les défis et opportunités de la migration. On verra bien c'est quoi les défis et les opportunités, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il ne faut pas aller à l'étranger ou pourquoi il faut aller à l'étranger, qu'est-ce qu'on y gagne, et quels sont les dangers, on en parlera. En tout cas, le thème du forum est mobilité humaine, facteur d'intégration, de développement et d'enrichissement culturel. Quelle contribution des Maliens de la diaspora? La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du chef de l'État, qui était représenté par Monsieur le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, qui d'ailleurs a rappelé les efforts de l'État dans le cadre de la protection des Maliens établis à l'extérieur. On va voir avec Madame la présidente de la commission si ces efforts sont suffisants et comment ils sont appréciés par les Maliens de la diaspora. Voilà, première question. Quelle est l'opportunité de tenir cette rencontre et comment vous avez organisé tout cela? En combien de temps? On a l'impression que ça n'a pas été annoncé bien avant. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité pour venir faire un peu comme le compte rendu de cette grande rencontre avec nos compatriotes établis à l'extérieur, les associations et les partenaires techniques et financiers, notamment tout ça sous la présidence du président de la transition, chef de l'État. Et vous avez dit tout de suite que ça n'a pas été annoncé depuis longtemps. Et je peux vous dire que ça a été annoncé depuis les ANR. Très bien. Les États généraux font partie de l'une des recommandations phares des ANR concernant nos compatriotes établis à l'extérieur. Donc, nous avons fait 2 ans. C'était les États généraux de la migration et aussi le cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Nous nous sommes dit, inviter les Maliens établis à l'extérieur pour les États généraux et quelques mois après les inviter encore pour le cadre de concertation va être un peu fastidieux, connaissant les ressources qui ne sont pas abondantes dans notre pays. Je parle des ressources financières. Donc nous avons fait 2 ans en invitant nos compatriotes aux États généraux de la migration et au cadre de concertation ensemble. Le temps était court pour la préparation. Tout cela, nous les avons organisés en 45 jours. 45 jours. D'accord. La communication verbale
au gouvernement. Et 3 jours après, on a eu remaniement ministériel. D'accord. Donc ici, je salue mon ministre Moussa Atayer pour la diligence et pour le leadership qu'il a eu pour nous donner un coup de pouce, un coup d'accélérateur à l'organisation pour qu'on puisse tenir dans le délai et pour que tous nos compatriotes invités soient là présents et que les États généraux se fassent avec plus de 50 pays présents au Mali. Et parce que les Maliens, ils viennent de partout et on a eu au moins 52 pays présents et tous les billets ont été achetés par l'État. Et le financement est à 100% sur le budget national. Quelque chose de rare et quelque chose qu'il faut féliciter. Alors tout cela se met dans le lot des performances évoquées tantôt tout à l'heure. Vous avez félicité votre ministre, peut-être qu'il a amené chez vous et tout le dynamisme, toute l'énergie positive de la jeunesse. Ceci pourrait expliquer cela. Déjà, avant de poursuivre avec vous, ils sont combien ces Maliens établis à l'extérieur? Merci beaucoup pour cette question très importante. Je pense que l'une des recommandations phares de ces États généraux, c'est de dénombrer nos compatriotes établis à l'extérieur. Nous disons, depuis 1991, on dit qu'ils sont autour de 4 millions. De 1991 à aujourd'hui, combien sont partis? Il y a eu combien de naissances? Il y a eu combien de décès? Il y a eu combien? On n'en sait pas grand-chose. Donc, l'une des recommandations phares, et il faut le signaler, au Conseil des ministres passé, quand on a présenté le nombre de Maliens aujourd'hui à 22 millions et quelques, le ministre nous a instruit immédiatement de faire une lettre à son homologue de l'économie et des finances pour aussi dénombrer nos compatriotes établis à l'extérieur. La difficulté est que certains pays n'acceptent pas qu'on dénombre le nombre d'étrangers dans leur pays pour que les opposants à leur pouvoir ne se lèvent pas pour dire que, en fait, les services sociaux ne font que prendre les étrangers en charge. Donc, pour cela, il y a des difficultés, mais il y aura des moyens pour vraiment dénombrer nos compatriotes établis à l'extérieur pour mieux les aider, pour mieux les secourir. Imaginez-vous, vous êtes à la tête d'un département, des personnes qui vivent à l'étranger et dont vous ne connaissez pas le nombre. Donc là, ça sera très difficile de prendre leur préoccupation en charge. Exactement. Ouais. Donc, du coup, l'une des recommandations phares, et le ministre a déjà pris le devant avant que les recommandations ne se fassent. Donc, du coup, dans quelques mois, je peux dire, on vous dira le nombre exact de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Si vous ne voulez pas le dire, l'ORTM ira à vous pour le savoir. Il n'y a aucun souci. D'accord. C'est vrai, pour l'instant, on ne connaît pas, en tout cas, ça se chiffre à des millions de personnes. Et on aimerait savoir également quel est le poids de leur contribution. Le poids de leur contribution est énorme. Selon les banques, c'est-à-dire la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, leur évaluation, en moyenne, ils envoient entre 530 milliards à 580 milliards de francs CFA par an au Mali. Et là, c'est l'argent qui passe par les banques. Et ce qui ne passe pas par les banques, si on cumule le tout, il dépasse le 1000 milliards de francs CFA par an. Donc, 5 à 6 fois supérieur à l'aide publique au développement. Et il ne faut pas se limiter seulement à l'argent qu'ils envoient. Il y a aussi la contribution intellectuelle et la contribution technique que nos compatriotes établis à l'extérieur font. C'est-à-dire, je prends l'exemple du programme Top 10. Nos intellectuels qui nous arrivent de la diaspora, qui viennent enseigner dans nos universités. Nous sommes à près de 60 thèses de doctorat déjà soutenues
à travers ce programme Top 10, la diaspora intellectuelle. Nous avons l'insémination artificielle aujourd'hui de nos animaux. On se tape la poitrine pour dire qu'une vache malienne peut donner jusqu'à 30 litres de lait par jour. Mais d'où nous tirons tout ça? Ce sont nos compatriotes établis à l'extérieur qui ont amené toutes ces technologies. Donc, ils ne contribuent pas seulement financièrement, mais ils nous aident dans leur savoir et savoir-faire pour développer notre pays. Et regardez nos footballeurs. Là, je rentre dans un domaine de mon cher voisin. Ah, bien sûr. Là, si vous regardez dans l'équipe nationale, combien de nos footballeurs viennent de l'étranger? Ils sont nombreux. Les meilleurs, je peux dire, c'est pas pour faire du mal à ceux qui sont uniquement nationaux, mais la plupart de nos footballeurs viennent de l'étranger. Donc, ce qui veut dire que nos compatriotes sont vraiment importants pour notre pays et ils contribuent énormément au développement de notre pays. Alors, très bien. Alors, plus de 1000 milliards de contributions par an. Et qu'est-ce qu'on en fait exactement? Quel investissement sur le terrain pour capitaliser tout cela? Exactement. C'est la question. L'investissement qu'ils font sur le terrain, d'abord, 80% de cette manne financière va dans le développement social, c'est-à-dire la construction des mosquées, la construction des écoles, la construction des centres de santé, la construction des pistes rurales. Dans certaines zones, c'est vrai, c'est que le gouvernement doit faire. La diaspora prend une part importante dans cela. Et le restant de l'argent prend les familles en charge. Donc aujourd'hui, nous voulons inverser la donne. Et une partie aussi est investie dans les bâtiments. C'est que l'une des recommandations phares, c'est que cette manne financière puisse être productive. Productif dans quel sens? Au lieu de construire 5 à 6 étages à Bamako ici et qu'on mette ça en location où ça reste dans la main de la famille, où on n'arrive pas à recouvrir le loyer, si on arrive à faire une petite usine, ça peut employer des jeunes, ça peut réduire la migration irrégulière. Donc nous voulons orienter cette manne financière vers l'investissement productif. Cela demande un préalable, il faut mettre les conditions qu'il faut pour faciliter l'investissement. Les conditions qu'il faut sont en cours et nous avons vu tout récemment, en fait, le ministre des Maliens établi à l'extérieur avec son homologue de l'investissement pour que la diaspora, pour créer son entreprise, n'ait que 72 heures pour créer son entreprise étant à l'extérieur. Donc nous veillerons à ce que tout cela soit possible en un laps de temps et les aider à éviter les tracasseries dans les différents bureaux. Parce que souvent, c'est les tracasseries qui les découragent à venir investir dans leur pays. Donc ça, nous veillerons à ce que les tracasseries soient diminuées et que les Maliens établis à l'extérieur puissent réellement aider à développer notre pays. Ok, alors, en vous écoutant, on a l'impression que qu'il n'y a que du bon, n'est-ce pas? Et pourquoi dire donc à la jeunesse que l'Eldorado, c'est pas ailleurs? L'Eldorado, c'est pas ailleurs, c'est un slogan qui nous est très cher. L'Eldorado n'est pas ailleurs. C'est vrai, la migration nous apporte énormément de bien. Il nous apporte ce que je viens de vous dire, non seulement de l'argent liquide pour aider les familles et pour faire de l'investissement, et aussi dans la construction, l'investissement intellectuel, mais aussi le revers de la migration, c'est la migration irrégulière. Irrégulière dans quel sens? Le jeune qui se lève un beau matin pour aller à l'extérieur sans savoir ce qu'il attend. C'est ce qu'on veut éviter. Un jeune sans qualification qui se lève un beau matin, qui va à l'extérieur, c'est une perte pour notre pays. Parce que beaucoup de nos jeunes périssent sur la route migratoire. C'est-à-dire, ils se font exploiter par les passeurs. Souvent, ils sont enrôlés dans le groupe terroriste. Souvent, ils meurent dans le désert. Certaines personnes perdent la vie dans la Méditerranée et la plupart, arrivés dans leur pays de destination, ils deviennent vraiment... ils n'ont pas d'avenir. D'accord. Je ne dirais pas... ils vivent
dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, pour arriver là, ils ont payé énormément d'argent. Nous les invitons, l'argent qu'ils mettent, 4, 5, voire 6 millions dans une migration sans lendemain, si se mettent ensemble, cet argent peut être utilisé à ouvrir une entreprise qui peut servir à pas mal de. D'accord. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour séduire la jeunesse à rester ici? Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? En promouvant l'entrepreneuriat. Ah bon? L'entrepreneuriat au niveau des jeunes, où le jeune est lui-même son propre chef d'entreprise, où il peut, à sa guise, prendre soin de son cousin comme étant un des membres de l'entreprise, son ami, des micro-entreprises. Quelques années plus tard, on peut se retrouver en grande entreprise avec effectivement le soutien de l'État et avec la volonté affichée d'aller de l'avant. Mais comment pouvez-vous le faire? Ce n'est pas dans votre portefeuille, vous n'êtes pas le département en charge de l'entrepreneuriat. Vous le faites avec qui? Merci beaucoup. L'honneur nous revient effectivement de s'allier beaucoup d'autres départements sectoriels en charge de la jeunesse. Madame, merci beaucoup, Madame la secrétaire, que j'ai connue bien avant. Elle fut effectivement mon secrétaire général. Le département chargé des Maliens établis à l'extérieur a un volet que nous partageons dans notre politique nationale. La prise en charge des Maliens établis à l'extérieur, certes, mais la prise en charge aussi de la migration irrégulière. D'accord. Nous sommes les premières victimes, mais aussi les premiers acteurs de cette migration. C'est inscrit dans notre politique nationale. Je me sens sur un terrain conquis. D'accord. Alors, madame, on va revenir à vous avant de parler du factuel de cette rencontre de Bamako. On va toujours parler de la migration. Ne partez pas. Qu'est-ce que vous leur offrez? Comment vous faites pour les fixer là? Vous leur dites, ne prenez pas le chemin du désert, ne prenez pas le chemin de la mer. Vous leur montrez quel autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin à prendre. Et il s'agit de les fixer ici ou qu'ils partent de façon régulière. Et ce chemin semble être bouché. Il y a beaucoup de chemins à les offrir ici. Ah, d'accord. Souvent, le travail que nous ne valorisons pas ici, c'est ce même travail que nous allons entreprendre ailleurs. Donc, ce que nous disons à notre jeunesse, c'est vraiment de s'inscrire dans les entreprises de développement qui ont été initiées par l'État. L'État a initié beaucoup de choses avec la jeunesse malienne. Mais malheureusement, souvent, on pense que l'Eldorado, c'est ailleurs. On pense qu'en allant là-bas, on a tout de suite de l'argent. Et la faute est à qui? Souvent, le jeune qui arrive à Paris ou à Londres se photographie sur une photo. La photo n'a pas d'odeur. La photo n'a pas... Aujourd'hui, avec beaucoup de moyens techniques, on peut rendre vraiment très jolie la photo, avec la tour Eiffel derrière, avec des monuments historiquement connus derrière. Donc du coup, le jeune qui est resté là pense que celui-là nage dans du beurre. Mais en réalité, il est où? Il dort sous un pont. D'accord. Donc ce que nous proposons à la jeunesse, le ministère des Maliens établi à l'extérieur, nous ne sommes pas là aujourd'hui seulement pour donner du travail. Le travail, c'est ailleurs. Mais la main dans la main, nous avons beaucoup de projets avec certains départements et certains jeunes arrivent à tirer leur épingle du jeu. Un exemple, je vous ai donné l'exemple ici. Des jeunes d'une région, de la région de Caille, Oussouidiandia. Les jeunes sont venus nous voir ils venaient de la migration irrégulière, ils ont été expulsés. Nous avons fait quoi? En les demandant, ils savent faire quoi? Ils savent faire de la menuiserie métallique. Nous avons aidé ces jeunes-là à ouvrir un atelier de menuiserie métallique. Aujourd'hui, toute la zone se ravitaille avec eux en porte et fenêtre. Et là, ils emploient leurs petits frères qui arrivent de la migration irrégulière. Un autre exemple qui nous est arrivé de l'Arabie Saoudite. Il est dans le domaine de la restauration. Je nommerai pas le nom du restaurant. Mais sinon, vous allez payer la publicité. Mais, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, pour commander un plat, si vous avez un événement avec lui, il faut le faire à l'avance, plusieurs semaines à l'avance. Il est tellement prisé. Il est surbooké. Il est surbooké. Ouais. Un autre exemple qui fait en fait des poissons. Mais aujourd'hui, son poisson, il ne le vend pas à Bamako parce que ce n'est pas rentable. Le poisson frais, il a un camion frigorifique, il va le
aller le vendre jusqu'à Yelimani. Le reste, le poisson fumé, il le vend en Europe. D'accord. Donc du coup, nous avons des projets. Et les jeunes, on ne finance pas un seul jeune, mais qui se mettent en groupe. Et avec le budget spécial d'investissement, nous avons financé par an, nous ne finançons pas moins de 200 jeunes. Donc ce qui fait que tout ce que nous finançons arrive à vraiment s'investir. Et là, la nouvelle orientation du ministre Moussa Atayer, c'est pas seulement accueillir nos jeunes à l'aéroport. Nous avons par semaine, nous accueillons 200, 300, 400 jeunes. Justement, on allait vous poser cette que question. Nous avons... Vous avez parlé de tellement de belles choses, voilà. Mais on a l'impression qu'ils n'écoutent pas. Ce n'est même pas une impression. Ils n'écoutent pas, ils partent quand même. Voilà, ce qui fait qu'il y a des lots qui sont en souffrance. Qu'est-ce que vous en faites? Exactement. Qu'est-ce que nous offrons à cette jeune? La location d'un avion coûte combien? C'est énorme. Au lieu de louer autant d'avions chaque année, chaque semaine pour aller chercher des jeunes, cet argent-là peut servir à développer des projets communautaires pour que ces jeunes y travaillent. Ces mêmes jeunes, c'est des allers-retours. Hein. Ils font des allers-retours. Ne pensez pas que chaque semaine, c'est des nouveaux qui partent. Hein. C'est les mêmes qui font des navettes. Donc, pour éviter cela, nous voulons réorienter cette somme qui est injectée dans... Vous voulez dire que parmi ces jeunes rapatriés, il y a beaucoup qui repartent encore? Qui repartent et qui reviennent. Pourquoi? Parce que s'ils reviennent, il y a une somme importante qui est donnée pour leur réinsertion. Au lieu d'utiliser ça pour leur réinsertion, ils repartent à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons développer des projets communautaires pour que ces jeunes-là n'aillent pas en fait, à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, c'est de l'impasse. Donc, ils disent quand même que ces sommes ne sont pas aussi importantes, sommes... entre guillemets, pour pouvoir entreprendre une entreprise qui porte. Ces sommes ne sont pas importantes s'il s'agit d'une seule personne. Parce que 800 000 francs, c'est important. Si vous vous mettez ensemble, c'est important. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? Un projet communautaire, ce n'est pas 800 000 francs, c'est plusieurs millions, c'est plus de 40 millions. Donc, ce que nous mettons dans la location des avions, nous allons réorienter cette manne financière pour stabiliser nos jeunes dans les zones de départ. D'accord, on va presque épuiser le temps que vous étiez imparti, mais on va parler maintenant de la rencontre, l'organisation. Vous aviez combien de panels prévus? Nous avons eu un panel de haut niveau, modéré par l'ancien Premier ministre Moussa Mara, et le panel était sur les enjeux, la gouvernance migratoire, enjeux et perspectives. Et notre ministre était le premier panéliste, et nous avons eu plusieurs autres responsables, comme l'OIM, comme l'ambassadeur du Maroc au Mali, comme voilà, beaucoup d'autres panélistes, le panel de haut niveau. Et après, nous avons eu 5 panels. Et ces 5 panels-là ont attrait vraiment à l'identification des problèmes que pose le champ migratoire et aussi la vie de nos Maliens établis à l'extérieur et les opportunités dans le domaine de la migration. Pour finir, nous avons eu un panel scientifique. Les scientifiques que nous avons invités de beaucoup de pays, des grandes sommités, pour venir réfléchir sur la contribution des intellectuels à la gouvernance de la migration, pour proposer vraiment des pistes de solutions à notre gouvernement pour vraiment sortir de l'impasse, si je peux me permettre. Et aussi, nous avons eu le cadre de concertation. Nous avons mis en place le cadre de concertation. Qu'est-ce que veut dire le cadre de concertation? Ça va être un instrument très utile pour le gouvernement parce que nous savons que dans le milieu des Maliens établis à l'extérieur, comme... Vous voulez dire que jusqu'ici, il n'y a pas de cadre de concertation? Non, jusqu'ici, il n'y a pas de cadre de concertation. Nous nous concertons comme ça, en fait. Voilà, il n'y a pas un cadre. Mais il y a une structure dédiée aux Maliens vivant à l'extérieur, oui, non? Il y a une structure dédiée aux Maliens établis à l'extérieur. Qui ne pouvaient pas assurer l'interface, alors? Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui militent, voilà, et les associations ne s'entendent pas. Donc, ce cadre de concertation, c'est pour faire quoi? C'est vraiment réunir tout ce beau monde-là dans un seul cadre. C'est-à-dire, il y aura les associations des Maliens établis à l'extérieur. Il y aura... Mais la liberté d'association existe quand même. Mais bien sûr, mais
ce cadre va prendre en charge toutes ces associations. D'accord. Ces Il faut cadres harmoniser les harmoniser, actions. et ce D'accord. cadre va prendre aussi des associations à l'interne qui défendent les intérêts des Maliens établis à l'extérieur. Ce cadre va prendre en charge aussi nos grands intellectuels qui ne militent pas dans des associations. Ne pensons pas que tout le monde milite dans une association. Et aussi l'État qui est vraiment voilà, la tête de ce cadre. Nous avons mis la barre très haute. Le président de la République est vraiment le premier responsable de ce cadre de concertation pour que la diaspora malienne puisse être utile pour le développement de notre nation. Donc ce cadre, nous l'avons adopté à l'unanimité et bientôt ce décret va passer en Conseil des ministres. C'est pour vous dire que nous avons eu plus de 54 pays qui ont participé à ces états généraux et à la mise en place de ce cadre de concertation pour vous dire que ça a été vraiment un succès et nous avons des recommandations phares, si je peux me permettre, faire la protection des migrants maliens une priorité. Vous avez vu tout récemment nos migrants maliens dans certains pays, notamment la Tunisie. Ils ont souffert, mais l'État a pris ses responsabilités. Et sur ce plateau, avec fierté, je dis qu'aucun Malien n'a perdu la vie dans cette crise. Nous avons sauvé tous ceux qui étaient en détresse. Au Soudan, vous avez vu ce qui s'est passé. De notre consul général jusqu'au dernier Malien, le Mali a secouru tout le monde. On a vu certains pays qui ont eu recours à certaines nations pour pouvoir rapatrier leurs compatriotes. Non, le Mali a fait l'effort de rapatrier tous ses compatriotes sains et saufs. Donc, nous avons dit que la protection de nos migrants est l'une des priorités pour nous. Le renforcement de la coopération entre les États. Nous avons vu que certains États viennent de signer des accords avec l'Union européenne. Cela n'est pas sans impact sur nous. Absolument. Parce que le Malien est partout. Donc, nous voulons vraiment qu'il y ait une bonne coopération entre l'État malien et ces États qui ont signé des accords avec l'Union européenne. Nous allons renforcer les actions contre la lutte contre la migration irrégulière. Mon voisin et co-débatteur vient de le dire, cela est très important. Tant qu'on ne montre pas quelque chose à notre jeunesse, même demain, ils vont partir. Donc, nous allons vraiment accentuer notre lutte vraiment contre la migration irrégulière en montrant vraiment le chemin aux jeunes. Et aussi le partenariat entre les différents acteurs, les différentes structures qui parlent ou qui gèrent la migration. Ils viennent de le dire, la jeunesse, elle, est notre cible, mais aussi le ministère de l'entrepreneuriat, le ministère du commerce, le ministère de l'économie, le ministère des affaires étrangères. Donc, il y a beaucoup de départements. Donc, nous voulons vraiment que toutes ces structures soient mises ensemble, bout en bout, pour, en fait, nous aider à asseoir notre politique. La politique nationale d'immigration, nous l'avons adoptée depuis 2014. Il y a eu de nouvelles réalités, donc nous voulons réactualiser notre politique nationale d'immigration. Aussi, il y a certaines de nos structures qui sont en souffrance. Les ANR ont recommandé leur réactivation, si je peux me permettre ce mot. Il y a aussi une recommandation forte pour réactualiser certaines structures comme le top 10, comme la Oui, madame, on le sait, hein, il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de comportements vertueux qui ont été mis en route, mais ce qui nous paraît quelque peu bizarre, c'est que c'est la deuxième plus grande rencontre dans le genre après les premiers états généraux de la diaspora. C'était en 1992, 93. Non, il y a eu beaucoup de rencontres, mais faire des états généraux, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Mais nous avons fait, en fait, la rencontre les premiers états généraux, c'était de la diaspora intellectuelle. Nous avons fait la concertation concernant la question migratoire. Bon, nous avons fait c'est beaucoup de dire choses. que à l'issue de toutes les rencontres, nous avons à peu près les mêmes recommandations et les mêmes problèmes existent encore 20 ans, 30 après. C'est un peu paradoxal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi ou est-ce que ça coince ça? Le suivi, ça coince. Et aujourd'hui, je viens de vous dire que ces états généraux émanent des conclusions, des recommandations des ANR. Donc, ce qui veut dire que les ANR ne sont pas restés dans les tiroirs.
ceux qui suivent les ANR étaient parmi nous pour nous surveiller. Donc la mise en œuvre aussi de ces recommandations vont être surveillées comme du lait sur le feu. Le ministre nous a dit hier en salle à la cérémonie de clôture et nous a invités à mettre en œuvre toutes ces recommandations que nous allons mettre comme, en fait, nous allons faire un plan d'action de réalisation de toutes ces recommandations. Parce que si avant nous avons fait des propositions, comment mettre en réalisation, comment concrétiser tout cela? Nous n'avons pas fait de plan d'action de réalisation. Cette fois-ci, le plan d'action de réalisation va être fait et vous aurez les nouvelles vraiment très prochainement. Très bien. Alors, on va passer à notre deuxième sujet parce que... Donc, depuis le 12, et cela va se poursuivre jusqu'au 26 août 2013, ça se tient à Soufroulaye dans la région de Mopti également. À Ténè, nous sommes dans la région de San, nous parlons des vacances citoyennes, édition 2023. Il s'agit là, comme vous le dites, de cette grande école de la citoyenneté regroupant tous les jeunes du Mali au service des différentes communautés dont ils partagent le quotidien pour mieux connaître le pays et ses habitants. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a mis en route les délégations. C'était le jeudi surpassé, le 10 août. Il leur a demandé d'être des missionnaires de la paix. C'est bien cela? Exactement. D'accord. Les vacances citoyennes, elles ont démarré quand exactement? Après, il y a eu une période d'hibernation. Rappelez-nous rapidement. Merci beaucoup. Merci, M. Yambélé. Merci, Madame le secrétaire général. Je ferai votre coucou à votre homologue. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Dans votre communication, j'ai entendu jeune, jeunesse, jeune. Vous êtes du département. Merci beaucoup. Alors, les vacances citoyennes, effectivement, ont commencé en 2008, 2009, 2010. Nous avons constaté une petite suspension. Et nous avons repris de plus belle en 2014. En 2014, nous avons repris les vacances citoyennes avec une ardeur sans pareil. Nous avons commencé par Konna, c'était juste après la crise, une ville dévastée que nous avons souhaité faire revivre, surtout avec la jeunesse. La jeunesse avait une infrastructure délabrée, cassée, démolie. Nous nous sommes mis en une semaine. 400 jeunes constituant des ouvriers, des bras valides. C'est à leur demande. Ils ont demandé en son temps à M. le ministre de mettre les moyens qu'ils serviront d'ouvriers. Et ils l'ont fait. Je salue de passage mon directeur national à l'époque, Drissa Guindo, le soldat du développement qui a conduit à main de maître cette délégation de 400 jeunes. En une semaine, on a rétabli le foyer des jeunes de Konna, aux yeux des jeunes de Konna, avec les jeunes de Konna, et même ils n'en croyaient pas. Ils ont tout de suite cru que les jeunes... Alors les vacances citoyennes se limitent seulement à rénover ou à construire des salles, je ne sais pas, réhabiliter des bâtiments? Mieux encore. Quoi d'autre? Le brassage jeune. C'est tout ce dont on a besoin aujourd'hui au Mali. Brassage jeune qui connote la paix. Entre qui et qui? D'où viennent-ils ces jeunes? Alors, les vacances citoyennes mobilisent les jeunes de tous les pays, de toutes les régions, sans exception. Et comment vous faites la sélection? Les directions régionales, en concertation avec les organisations de jeunesse au niveau régional. La sélection va jusqu'au niveau local, les cercles. Chaque région est représentée à travers ces cercles et à travers la capitale régionale. Ils viennent se retrouver dans les sites que nous votons, que nous choisissons. Ces retrouvailles créent effectivement le brassage, l'amitié et même la fraternité entre les jeunes. Ça dure combien de temps? Selon les moyens, entre 2 semaines et 1 mois. Et cette année, 2013, quelle est la durée? Quel est le contenu? Parce que nous avons ici 2 sites. Nous avons Soufroulaye dans la région de Mopti. Exactement. Qui était d'ailleurs... qui a donné le temps de cette initiative-là. Tout à fait. Et tout à fait. Qui est donc dans votre tribe. Et puis, Ténè, dans la région de San. De San. Ok. Quel est le contenu? Cette année, les vacances citoyennes vont durer à peu près 15 jours. D'accord. Et le contenu, effectivement, c'est à travers le thème
la reconstruction du nouveau Mali. D'accord. Rôle et place des jeunes. D'accord. Les jeunes, donc, dans la participation citoyenne et dans le développement communautaire. D'accord. Le Ce thème, comment on le concrétise sur le terrain, comme vous l'avez dit, il y a d'abord les infrastructures socio-éducatives des jeunes eux-mêmes. Il y a le brassage entre les jeunes et la localité d'accueil. Il y a l'approchement des jeunes avec la vieille génération de la localité. Nous faisons descendre les jeunes sur le terrain pour qu'ils puissent écouter la notabilité. Ils ont toujours un conseil à nous donner. C'est vrai qu'à un certain temps, nous avons décroché. Quand je dis nous, il s'agit bien des jeunes. Nous nous sommes éloignés de la vieille génération, pensant que la téléphonie mobile, l'Internet, nous conduit vers le salut. Et vous pensez que 2 semaines suffisent, vous réunissez 400 jeunes au Mali et ça peut changer la donne? Ah oui, ça donne au moins l'impulsion. Et le reste, on va les développer entre nous, administrateurs, entre nous, encadreurs, et le reste de la jeunesse. Et comment vous évaluez les résultats des actes antérieurs? Alors, un suivi. À chaque fois qu'on pose des actes dans une localité, on donne la latitude à nos services déconcentrés ou services locaux de faire le suivi. Et à chaque fois qu'on part dans une localité, c'est toute l'administration qui est mobilisée. Du gouverneur au préfet, au sous-préfet, à monsieur le maire, tout le monde est impliqué. Et le suivi incombe à nos services techniques qui rendent compte fidèlement de ce qui se passe et des acquis qu'on a pu réaliser sur le terrain. Est-ce que vous avez remarqué souvent que ces actions, c'est que les leçons que vous donnez, les orientations que vous donnez sont parvenues à fixer les jeunes et que certains se sont dit souvent non, on n'ira plus ailleurs. Notre Eldorado, c'est ici. C'est arrivé, vous parlez un peu de migration? Ah oui, on parle de migration. Sur le théâtre des vacances citoyennes, on parle aussi de la citoyenneté matière circulation. On parle de la citoyenneté comment sauver des vies. On parle de la citoyenneté en tant que jeune, même porteur d'un drapeau. Qu'est-ce qui se passe? On fait quitter le jeune de son Eldorado Bamako pour l'amener au fond du Mali. Au départ, c'est une découverte pour lui. Et par la suite, c'est un investissement humain. Cet investissement humain devient comme un pèlerinage. Un jeune qui va cette année, l'année prochaine, il va vouloir partir. Et à l'annonce des vacances citoyennes, généralement ce sont les grandes vacances, il commence à appeler la direction nationale. Ah, et cette année, comment on fait? On dit non, toi tu es parti l'année dernière, il faut laisser la place à un autre jeune. Mais ils veulent partir. Donc tous les ans, c'est une nouvelle génération. Exactement, c'est un souhait. Sauf que ce souhait, nous rencontrons des difficultés. Lesquelles? Dans la mobilisation, nous fixons un quota. Un quota de jeunes qui n'ont jamais participé pour qu'ils puissent à leur tour découvrir. Et au retour, c'est pour nous une courroie de transmission. Ce qu'ils ont vécu sur le terrain, ils vont les partager au sein de leurs organisations. Monsieur Diombele, qu'est-ce qui se passe? On prend le départ aujourd'hui le 10. Et le 12, d'autres jeunes viennent avec leurs propres moyens. À qui ils veulent se joindre à vous? Ah, mais nous sommes devant les faits accomplis. Comme ils ne sont pas payés, ils sont nourris, logés, soignés, ils disent que nous venons pour la construction du pays. Nous, encadrés devant les faits accomplis, on les regarde, bon, va te joindre au lot. D'accord. Et nous continuons. Alors, vous avez déjà fini avec l'étape de Soufroulaye, non? Effectivement. Maintenant, pour Téné, dans la région de Sens, ça a déjà démarré? Ça a déjà démarré, effectivement, oui. Le transfert de... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord à Soufroulaye? À Soufroulaye, nous avons un camp national de jeunesse. Un camp que nous avons souhaité, un camp de référence pour toute la sous-région. Entre-temps, il y a eu la crise en 2012 et l'armée nous a sollicité pour effectivement former dans le cadre du DDR, effectivement 16 éléments. À un moment, nous nous sommes soustraits pour des questions de sécurité nationale. Les DDR ont occupé le camp pendant un temps. Aujourd'hui, Dieu merci, avec l'accalmie, nous avons souhaité reprendre un peu les travaux de rénovation du camp. Il y avait déjà le milliard investi. Avec l'occupation, c'est vrai, il y a eu un peu de dégradation. Nous souhaitons rénover. Car le camp sert de centre de formation pour les jeunes dans plusieurs corps de métier. Et c'est ce que nous avons réalisé. Tout ce qui est détérioration dans la cour, détérioration des portes et fenêtres, détérioration de la peinture, la grande salle. Alors nous faisons de notre mieux pour rénover afin de continuer à Téné. Et à Téné, qu'est-ce qui est prévu? À Téné, il y a un foyer de jeunes.
délabrés, très très délabrés, en situation pas de décomposition, en situation... D'accord. Oui, c'est délabré, voilà. Alors, nous mettons nos moyens, nos ressources, notre mental pour aller faire effectivement ce que nous avons fait dans les autres localités. Mettre les murs debout, faire en sorte que les jeunes puissent s'investir correctement pour redonner le blason du centre et pouvoir passer à autre chose. C'est toujours avec les jeunes de la localité, avec les autorités de la localité. Ils feront de leur mieux pour redonner le blason du centre. Pourquoi le centre reste toujours le point focal de ce regroupement, de ce pèlerinage, comme vous l'avez dit, de la jeunesse malienne? Très bien. Nous souhaitons nous attaquer à beaucoup de choses, mais il faut commencer d'abord par nos infrastructures nous-mêmes. On avait 10 régions, maintenant nous sommes à 20. Et les jeunes aujourd'hui ont besoin d'un espace sain où se retrouver. On n'a pas assez de moyens, on n'a pas beaucoup de ressources. Et pourtant, au-delà des directions régionales, il faut qu'il y ait au moins une maison de jeunes ou un foyer de jeunes par région ou par cercle. Le moyen le plus sûr pour nous, c'est de nous constituer en ouvriers et que l'État nous vienne en matériel et en finance. Voilà l'option. Au lieu d'aller demander à un partenaire, nous souhaitons nous-mêmes refaire nos infrastructures. Monsieur Diombele, si on finit avec ça, on pourrait nous adresser au gouverneur pour pouvoir rénover l'ORTM ou encore une école. Mais nous commençons d'abord par nos infrastructures pour effectivement faire peau neuve et pouvoir accueillir les jeunes dans un lieu sain avec un esprit sain. D'accord. Après Soufoula et après prochaine étape Prochaine étape, chaque année c'est défini. Chaque année, on fait une investigation pour voir dans quelle localité nous avons le centre délabré, dans quelle localité on peut faire plus d'impact. Chaque année, on définit un cahier de charges pour pouvoir démarrer. Donc cette année, ce n'est pas encore défini pour l'année prochaine, mais à l'avance, 3 mois, 4 mois à l'avance, on commence à faire des investigations en collaboration avec nos directions régionales, en collaboration avec les organisations de jeunesse pour pouvoir voir où partir. Mais la dernière décision revient toujours au cabinet. Nous, on propose et c'est le cabinet qui décide en dernière instance. Alors, faire découvrir le pays à la jeunesse malienne, la jeunesse malienne de l'intérieur seulement, vous n'avez jamais associé les jeunes maliens de l'extérieur aux vacances citoyennes? Mon secrétaire général est en train de me regarder. Si. Ça dépend souvent des moyens. Nous prenons aussi des billets d'avion, si les moyens sont conséquents. Nous faisons venir des jeunes des pays amis, des pays limitrophes. Ouais. Nous faisons venir les vacanciers des pays amis qui sont du Mali. Les vacances citoyennes, c'est effectivement un exemple à suivre. Je me rappelle la dernière fois, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Sénégal nous a rejoints sur le terrain. On avait les moyens. On a commencé par Kita, c'était en 2017. Mais ils sont venus voir, ils disent, mais c'est ce que vous organisez. Faites-nous part des documents, on va chez nous-mêmes pouvoir les rénover, dire à nos autorités. Voilà pourquoi il faut chercher maintenant aussi à associer les jeunes Maliens qui sont dans d'autres pays, même limitrophes. On commence par là et puis on va un peu plus loin. C'est vrai. Et ils seront disponibles. Vous n'avez qu'à prendre attache avec vos homologues du département en charge des Maliens vivant à l'extérieur. D'accord. On va finir avec vous. Vous avez 30 secondes. Nous vous voyons avec une casquette ou des casquettes et des gilets. À quoi ça sert? Et c'est destiné à quoi ou à qui? Merci, M. Diombele. C'est toujours l'investissement humain des jeunes. Vous déroulez les gilets, qu'est-ce qui est dessus? Les gilets... Ce sont les gilets que les jeunes portent sur les sites. Exact. Pas forcément sur les sites, mais d'une activité à l'autre. D'accord. C'est la nouvelle vision de M. le ministre Fomba. D'accord. Alors, on voit gilet jaune, ça fait peur? Alors, ça veut dire quoi? Sauf que les cryptos apaisent. Ah bon, d'accord. Il s'agit bien de la brigade citoyenne. Eh bien, très bien. Ça rassure. Ça, c'est acquis. C'est acquis. La brigade citoyenne, c'est une nouvelle vision de M. le ministre pour dire aux jeunes, vous avez un rôle à jouer dans le développement, dans l'assainissement, dans l'aide aux personnes âgées. Vous avez un rôle à jouer dans la protection de l'environnement. D'accord. Chargé humblement de vous dire, Moussa Aga Ataher est notre ministre sortant. Oui. Il est toujours de cœur avec nous. Madame le secrétaire général, merci bien de vouloir transmettre à qui de droit ces gilets
pour sa participation en tant que ministre sortant à la promotion de la jeunesse. Très bien. Plaisir. Monsieur Diombélé, vous êtes effectivement porteur de messages. Vous nous permettez de communiquer sur la citoyenneté et le civisme. Et les jeunes sont d'accord. Merci de transmettre ces gilets à votre directeur général. Très bien. Qui est aussi un de nos citoyens modèles. Oui, c'est vrai, vous avez vu, non, que grâce à monsieur le directeur général, Alors, vous avez pu avoir cette connexion. Nous, on ne fera pas les messagers. Madame le secrétaire général du département est là, elle va amener sa main propre à monsieur j'ai un le pince- ministre. Alors, on va montrer le gilet jaune. Voilà. Hop. C'est pas un gilet pour les mouvements sociaux, là. Hein. C'est un gilet. Il a dit, hein. L'écriture, ça apaise. ça apaise les cœurs. Voilà. Le directeur, il va le porter, là. Très bien, très Très bien. bien. Et à tout seigneur, tout honneur, vous-même, animateur principal, vous êtes notre interlocuteur désormais. Brigade citoyen, il s'agit bien des jeunes et tous les accompagnateurs qui veulent bien nous aider dans la promotion de la jeunesse. Jeunesse consciente, jeunesse active. On ne demande rien, on fait tout et on rend compte à la nation. Nous ne demandons plus ce que le pays peut faire pour nous. Nous demandons maintenant qu'est-ce qu'on peut, faire, pour le pays. Ça, c'est pour vous, monsieur. Très bien, d'accord, je vais me déplacer. Hein. Toutes mes excuses alors. Non, mais c'est un plaisir. Leur temps pour le Mali, chacun compte. Alors, pour les Donc, casquettes aussi, on va distribuer. Promis, On va distribuer les demain, casquettes. là, le directeur va porter. Il n'y a pas de celui-là, problème. Et moi, je vais porter ça avec Il lui. n'y a pas de problème. On va venir D'accord. et on ira nous présenter chez vous avec le gilet et nos casquettes. Très bien. Et c'est au nom de l'ensemble des personnes de leur thème. Hein. Très bien. À Bamako, comme à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur, ils sont très nombreux là-bas aussi. Inch'Allah. Merci, bonne suite. Vous bouclez à Ténèque quel jour? Le 26. Le 26. S'il plaît à Dieu. Et S'il en apothéose d'ailleurs. En apothéose. D'accord. En apothéose. Merci d'être venu. Je On vous va en terminer avec vous, madame. Oui. La réunion des Maliens établis à l'extérieur, c'est fini. Oui. Demain. Et la suite. La suite, j'ai pas. Si je sortais de cette salle sans vraiment remercier certains, j'allais pécher. Je remercie mon ministre pour son leadership qui nous a permis de faire l'activité dans le temps imparti. 45 jours pour toute cette activité, ce n'était pas évident, mais nous l'avons pu grâce à son leadership. En plus de lui, nous avons eu des ambassadeurs de notre pays accrédités dans les pays qui sont en difficulté. Nous avons eu des consuls généraux, nous avons eu des conseillers consulaires et nous avons eu des gouverneurs de notre pays, c'est-à-dire des régions de départ, des zones de transit, c'est-à-dire le gouverneur de Caille, le gouverneur de Sikasso, le gouverneur de Tombouctou, le gouverneur de Gao n'a pas pu faire le déplacement malheureusement. Il avait son représentant. Il avait son représentant et le gouverneur de Kidal. Donc je souhaitais vraiment remercier tous nos compatriotes venus pour cette circonstance et je les souhaite vraiment bon retour dans leurs foyers respectifs. Et je signale que la vision du département, de notre État, est une vision vraiment humaniste de la migration. Nous voyons le visage humain d'un individu au lieu de penser à la politique de ceci, cela. Pour nous, c'est l'être humain qui voyage et cela compte vraiment pour les plus hautes autorités. Je remercie le service de sécurité. Pendant ces 3 jours, ce n'était pas gagné. Mais le service de sécurité a tenu et nous a accompagnés du début jusqu'à la fin. Et nous remercions aussi le protocole de la République qui nous a suivis. Malgré nous, on n'est pas facile à gérer, mais ils nous ont supportés pendant les 3 jours. Et pour finir, monsieur Diombélé, j'aimerais appeler nos compatriotes vivant à l'extérieur à la cohésion, à l'unité, à l'entente partout où ils vivent. Sans cela, le développement n'est pas possible. Et appeler les jeunes l'appel sera entendu. Que l'Eldorado est toujours chez nous. Ce n'est pas ailleurs. Ensemble, nous pouvons développer notre pays et que les autres aient envie
de venir chez nous. Cela est possible si nous nous donnons la main. Très bien. Ensemble, le mot le plus important. Merci d'être venu. On va remercier l'ensemble de la presse et nous remercions également l'ORTM. L'ORTM qui a couvert organisé tout. une édition spéciale même. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Et Madame Tangara Nemagino, présidente de la commission d'organisation de ces États généraux, à vous. Monsieur Ibrahim Boubacar Kaloussi, directeur national adjoint de la jeunesse. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis tout à l'heure le journal de 13h. Abibatou Koyan Djakité. Prochain rendez-vous avec Actu Hebdo dimanche prochain, Inch'Allah, canal 12-13. Excellent après-midi de télévision sur le RTM.